Un grand bonjour à vous tous, chers auditeurs de Radio Corse International et de Télépaèse. Et voilà, comme tous les jours, du lundi au vendredi, votre matinale avec, bien sûr, l'équipe de Radio Corse International. On va retrouver, comme d'habitude, nos rubriques habituelles. On va avoir de l'info, on va avoir du turf, de l'horoscope, la météo dans un petit moment avec Philippe Jam. Mais aussi, tiens, on va voir Andrea en fin de matinale pour les bons conseils pour bien débuter cet hiver. Salut à tous. Prima Radio Corse. Voilà donc pour ce mercredi 19 novembre. On va souhaiter une très bonne fête à tous les Tanguy. Plutôt que vous en connaissez. Hein. On avait une série à l'époque, c'était Tanguy et la verdure. Voilà, petit souvenir comme ça. Tiens, un petit coucou aussi à nos sapeurs-pompiers bastiais qui sont en train de faire le tour de chez vous, les magasins, en ville. N'hésitez pas à leur acheter le petit calendrier. Vous avez aussi les GSP donc, de Bastia. Il est très beau le calendrier des pompiers bastiais. N'hésitez pas, hein. Ils sont toujours là lorsqu'on en a besoin. Allez, on se fait un petit point météo, en espérant que Philippe va nous mettre un tout petit peu de soleil aujourd'hui. Parce que bon, c'est un peu morose quand même, hein, depuis 2 jours. Hein. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps va encore alterner le bon et le moins bon. Aujourd'hui, les éclaircies en matinée et des passages nuageux dans l'après-midi, même en fin de matinée, avec quelques averses et de la neige à partir de 1700 mètres. Le vent d'ouest sera parfois modéré le long de la côte occidentale, aux extrémités de l'île, un petit peu aussi en montagne. Les maximales seront comprises entre 9 et 17 degrés du centre vers le littoral. Un immeuble en situation de péril situé rue Fèche dans le centre-ville d'Ajaccio a été évacué hier aux alentours de midi. À l'intérieur, une dalle menacée de s'effondrer en raison de la faiblesse d'une poutre. L'accès à 3 appartements a été interdit par l'autorité municipale et des opérations de sécurisation ont été menées avec un relogement des habitants. Près de 70 enquêteurs ont été mobilisés hier en Corse et sur le continent dans une opération judiciaire menée par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Une opération qui s'inscrit dans le cadre d'une enquête du parquet national financier, le PNF, sur un vaste système de corruption privée, d'escroquerie et de blanchiment en bande organisée au détriment du groupe Altis, la maison mère de SFR. Une trentaine de domiciles et sociétés ont été perquisitionnés. Le PNF avait ouvert en septembre 2023 le volet français de cette enquête qui se déroule également au Portugal. Selon le procureur financier, les perquisitions d'hier ont permis de récupérer des éléments de preuve utiles à la poursuite des investigations, précisant que plus de 14 millions d'euros avaient été saisis sur des comptes bancaires ainsi que des véhicules et objets de luxe. Après la condamnation de Total Energy Groupe Ruby à une amende de 187 millions d'euros, la réaction hier de la section Corse du Parti communiste par la voix de son secrétaire régional Michel Stéphani. Depuis le grand conflit social de 1989, pour mettre fin au scandale de la cherté de la vie, nous n'avons eu de cesse de réclamer l'augmentation des salaires, la transparence sur la formation des prix en Corse, le rétablissement du contrôle et du blocage des prix. Dans l'immédiat, s'agissant des carburants, il est possible, en s'inspirant du décret Lurel, de le mettre en place. Cependant, il faut aussi que justice soit rendue aux ménages insulaires qui sont les premières victimes de ces agissements. Pour ce faire, la somme de 187 millions d'euros doit leur être restituée sous la forme d'un chèque carburant. Afin d'appuyer sa revendication, le PCF a même lancé une pétition en ligne pour obtenir satisfaction. De son côté, Serge Papin, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat, a interpellé par le député Paul-Félix Colombani, a déclaré que la situation en Corse n'était pas comparable à celle des départements d'outre-mer et que la piste de la régulation des prix n'était pas adaptée donc à la Corse. Le ministre a toutefois évoqué 2 pistes pour baisser les prix, se pencher sur la faisabilité du transport et du stockage de l'E10 sans plomb avec 10% d'éthanol et donc moins cher en Corse, et regarder quelles sont les barrières à l'entrée sur le marché des nouveaux acteurs.
Le STC a déposé un préavis de grève illimité auprès de la direction du groupe AMA Méditerranée à compter de ce mercredi. En cause, le recrutement d'agents extérieurs à la Corse et la dégradation des conditions de travail des salariés. Selon le syndicat, la direction favorise les embauches de personnes extérieures à la Corse. Autre sujet de mécontentement, la politique de l'entreprise qui, toujours selon le syndicat nationaliste, devient de plus en plus opaque et incompréhensible avec des hausses tarifaires et des règlements de sinistres qui se font attendre. Une réunion doit avoir lieu ce mercredi entre direction et syndicats pour tenter de mettre fin au conflit. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, célébrée chaque année le 20 novembre, la collectivité de Corse, à travers la direction de la protection de l'enfance et son service de prévention d'action collective, organise en partenariat avec l'Observatoire Corse de la protection de l'enfance, l'OCPE, 2 rencontres simultanées aujourd'hui à Ajaccio, au foyer Notre-Dame, et à Bastia, au centre culturel L'Albor. Au programme des ateliers ludiques et participatifs, des expositions et des espaces d'échange autour des thèmes de la santé, de la citoyenneté, de l'égalité du vivre ensemble. Ces actions ont pour objectif de sensibiliser les enfants accompagnés par l'aide sociale à l'enfance aux droits garantis par la Convention internationale des droits de l'enfant, de favoriser leur expression et leur participation citoyenne et de renforcer la coopération entre les acteurs institutionnels, associatifs et éducatifs du territoire. Cette journée se conclura par la réalisation d'une fresque collective dans chacun des 2 sites sur le thème des droits de l'enfant et un goûter convivial sera organisé par l'OCPE. Face à la persistance du risque toujours élevé d'incendie, la période d'interdiction stricte de l'emploi du feu est prolongée jusqu'au 30 novembre sur plusieurs communes de la Corse du Sud. Bonifacio, Figarisso, Pianotoli Caldare, lo Porto Vecchio, Lecce, Zonza, San Gavino di Garbini, Monigia d'Olène. Cette prolongation s'appuie en fait sur un contexte où les précipitations prévues dans les prochaines semaines restent trop faibles et alors que les réserves d'eau demeurent fragiles dans ces communes. Merci Philippe. Allez, on se retrouve pour l'inviter tout à l'heure, donc sur les ondes de Radio Corse International. Pour l'instant, on laisse faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone avec Rémi pour les pronostics hippiques du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Mokanchi. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 9, Arley Gemma. Passons à la 4e où le 11, Legacy GL devrait l'emporter, tout comme dans la 5e, le numéro 3, Joli Chic. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Voilà, vos pronostics. N'hésitez pas à aller faire vos petits pronostics, vos petits tickets, donc dans votre PMU le plus proche. On poursuit avec l'horoscope, comme tous les jours. Paxi qui vient nous rejoindre avec son grand sourire. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous allez avoir aujourd'hui des solutions et des réussites au niveau personnel et professionnel. C'est juste que ce n'est pas encore arrivé, ça ne s'est pas encore manifesté, mais ayez foi en vous, ça va bien se passer. Les taureaux, votre patience et votre sens des responsabilités va être mise à rude épreuve aujourd'hui. Gardez la tête sur les épaules. Les gémeaux, pas de précipitation, pas de choix trop rapide. Aujourd'hui, vous allez devoir faire preuve de patience par rapport à certaines situations que vous rencontrerez. Les cancers, vous pourrez retrouver le moral même si vous avez passé des moments peu agréables aujourd'hui. Les lions, les choses avancent avec le temps, avec lenteur. Et ça peut par moments tout de même donner une sensation d'insécurité. Prenez du recul, observez pour voir quelles sont les meilleures façons de s'en sortir. Les vierges, vous allez être suscités au niveau intellectuel, au niveau de vos idées. Profitez-en justement pour peut-être avoir une augmentation au niveau professionnel.
Les balances, bonheur, joie au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou pas encore, vous allez pouvoir aujourd'hui vous sentir bien dans vos baskets dans le domaine justement du cœur. Les scorpions, ça va parler boulot, ça va parler sérieux et ça pourrait être concluant. Justement, ayez le sens des affaires, ça vous servira. Les sagittaires, vous n'allez pas avoir la possibilité de faire tout ce que vous désirez comme vous le percevez. Adaptez-vous aux événements qui viennent à vous et faites preuve de patience. Les capricornes, vous allez avoir une sortie intéressante aujourd'hui, un moment de partage et de dialogue. Les Verseaux, si vous êtes dans l'attente de certaines nouvelles ou de certains courriers, sachez-le, ça ne va pas arriver aujourd'hui, les choses sont retardées. Et enfin, les Poissons, vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau financier, les choses devraient évoluer, voire même augmenter. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. L'invité du jour, on va aller faire un petit détour du côté du centre culturel Unavolt à Bastia pour une expo photo. Et nous avons notre cher photographe avec Philippe Jam au micro de Radio Corse International. Notre invité aujourd'hui, Jean-Michel André, photographe, à l'occasion d'une exposition qui a lieu au centre culturel Unavolta du 20 novembre au 20 décembre. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Un petit mot tout d'abord, avant de parler de cette exposition Chambre de 107, un petit mot tout d'abord sur votre parcours, comment vous êtes tombé, entre guillemets, dans la photo. Alors, j'ai commencé la photographie à l'âge de 19 ans. J'ai fait des études scientifiques et j'ai tout arrêté pour la photographie grâce à un stage. Un stage de photographie qui m'a fait découvrir cet univers. Une révélation, en fait. Ça a été une vraie révélation. Et donc ensuite, j'ai arrêté mes études scientifiques pour reprendre des études dans la photographie. Et qu'est-ce qui vous a donné, donc, qu'est-ce qui vous a inspiré ensuite pour continuer dans ce domaine-là ? Parce que la photographie, c'est assez général. Il y a le journalisme, il y a pas mal de voies dans le journalisme. Sur quelle voie vous vous êtes un peu engagé ? Moi, c'est plutôt une photographie dite documentaire, donc photographie documentaire contemporaine. Et c'est le fait de pouvoir porter un regard sur le monde et de donner à voir à la fois de documenter, mais également de pouvoir être dans une forme d'imaginaire et parfois même dans une forme d'abstraction, mais tout en racontant une histoire. Donc la narration est au cœur de mes propositions dans mes livres, dans mes expositions. Alors justement, vous avez beaucoup voyagé. Est-ce que c'est la photographie qui vous a fait voyager ou c'est les voyages qui vous ont un petit peu aidé dans votre métier ? Les deux sont liés. Moi, j'ai grandi, j'ai passé les 5 premières années de ma vie au Sénégal. D'ailleurs, dans mon exposition, il y a toute une partie aussi autour du Sénégal. Et mes parents ont beaucoup voyagé, donc je pense que dès le plus jeune âge, j'ai été amené à voyager. Et ensuite, la photographie donc est venue plus tard, comme je viens de vous l'expliquer. Mais elle m'a accompagné dans tous mes voyages et à chaque fois, j'ai réalisé un sujet, une série dans les pays ou dans les villes où j'ai habité. Alors justement, il y a plusieurs séries. Il y a eu Dos à la mer, c'est ça ? Dos à la mer, oui. C'était au Sénégal ? Non, ça c'était en Martinique. Martinique. Voilà, où j'ai habité pendant 4 ans. Ensuite, il y a eu l'autre pays, c'est ça ? L'autre pays, donc l'autre pays, c'est l'Espagne, et c'est mon autre pays, c'est là où j'ai habité le plus longtemps en fait, de mes 9 ans à mes 20 ans. Il y a eu aussi À bout de souffle qui a donné aussi un livre, c'est ça, je crois ? Alors, À bout de souffle, c'est un projet que j'ai réalisé dans le cadre de la Grande Commande qui est porté par la Bibliothèque nationale de France et le ministère de la Culture. Et on était 200 photographes à réaliser un sujet sur un peu comme une radioscopie de la France, un état de la France dans les années 2020. Vous avez eu pas mal aussi de récompenses, ça encourage aussi, ça booste un petit peu. C'est une reconnaissance en plus. Oui, alors j'ai eu l'honneur avec les éditions Actes Sud d'avoir le prix Nadar. Donc c'était la 70e édition du prix Nadar. Donc le prix Nadar, c'est le prix du meilleur livre en France. Et oui, ça a été un vrai honneur avec ce projet Chambre de 107. Et ensuite, il y a eu plusieurs expositions également. Oui.
Alors justement, on va parler de cette exposition qui s'appelle Chambre 207. On va savoir pourquoi il y a ce titre. C'est une exposition donc, qu'on peut voir jusqu'au 20 décembre. Alors, Chambre 207, pourquoi c'est une exposition qui est très intime en fait? Alors oui, bien sûr, il y a une partie très intime dans ce projet, mais justement, le plus compliqué dans ce projet, ça a été d'ouvrir tout cela pour que chacune et chacun puisse s'y retrouver. Voilà, c'est un projet qui touche au deuil, à la mémoire et à la réparation, mais qui est également porteur d'espoir. Et voilà, d'une quête de vérité initiale, dans ce projet, je vais vraiment vers une quête de délivrance, vers une quête de réparation. Et donc le projet devient tangible, partageable. Alors cette exposition, elle part d'un fait divers tragique qui vous touche personnellement. C'était le 5 août 1983, c'est ça? Exactement, c'était le 5 août 1983. J'étais en partance en vacances avec mon père, sa nouvelle compagne et la fille de sa nouvelle compagne. C'était la première fois que je les rencontrais, c'était nos premières vacances ensemble. Et nos parents ont fait le choix de s'arrêter dans un hôtel à Avignon pour y passer la nuit avant de prendre le bateau pour la Corse. Et donc, cette nuit-là, il y a eu 7 personnes assassinées, dont mon père et sa compagne. Et nous, les enfants, on était dans la chambre 207, d'où le titre de l'exposition et du livre. Et donc, la Corse, il y a également beaucoup de photographies réalisées en Corse. C'est le voyage que je n'ai jamais pu faire et que j'ai fait 40 ans plus tard. Donc, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être accueilli par le Centre méditerranéen de la photographie de Bastia, qui m'a permis de réaliser toute une série de photographies en Corse. Alors, votre travail s'est articulé bien sûr autour du lieu, mais vous avez élargi quand même à beaucoup de choses. Oui, sur alors, votre père. Oui, alors le travail, donc, ce projet, il repose à la fois sur une reconstitution, mais aussi sur une reconstruction. Donc quand je dis reconstitution, c'est une reconstitution des faits. L'enquête judiciaire n'a jamais été clairement élucidée. Donc j'ai passé beaucoup de temps, par exemple, aux archives départementales du Vaucluse à Avignon, où j'ai eu accès à l'entièreté de l'enquête judiciaire. Mais j'ai récupéré quelques éléments issus de l'enquête et également des documents issus de la presse. Et je mêle ces documents ainsi que des photographies vernaculaires, des photographies de famille où on me voit avec mon père, avec de nouvelles photographies que j'ai réalisées sur les lieux que j'ai traversés avec mon père ou sur les lieux que j'aurais dû traverser avec lui, comme par exemple la Corse. Donc il y a aussi un travail autour d'une mémoire réinventée en ce qui concerne la Corse et d'une mémoire disparue, puisque suite au drame, j'ai eu une amnésie totale. C'est-à-dire que j'ai vu des cadavres cette nuit-là, j'ai été interrogé par la police, mais le choc a fait que je n'ai plus aucun souvenir de tout ça. Cette exposition Chambre 207 que vous avez initiée, je crois, en 2024, c'est ça? Il a fallu du temps pour la mettre en place, puisque bon, les faits remontent en 1983. Qu'est-ce qui vous a un petit peu, qui a été le déclic pour enclencher cette exposition? Il y a eu 2 éléments déclencheurs. Donc, j'ai commencé ce projet en 2013. Donc, c'est de 2013 à 2024. Alors, j'ai pas fait que ça pendant ces 10 années. Mais les 2 éléments déclencheurs, il y a eu la naissance de ma fille qui est née à la fin 2012, en décembre 2012. Et là, quand elle est née, moi, j'ai toujours cherché à effacer le passé. J'ai pas voulu remuer le passé. Mais là, j'ai été habité par une forme de responsabilité en me disant, ma fille va me poser des questions sur la vie de son grand-père, sur comment il est mort et pourquoi. Et je n'avais pas ces réponses. Donc, c'est là où j'ai commencé mes recherches. Et le deuxième élément déclencheur, c'est que donc la fille qui était avec moi, la fille de la compagne de mon père, moi, j'avais 7 ans à l'époque. Elle avait 17 ans. On s'est vus 2 jours dans nos vies, la veille du drame et le lendemain du drame. Ensuite, nos familles respectives sont venues nous chercher et on ne s'est jamais revus. Et 30 ans plus tard, donc 3 mois après la naissance de ma fille, elle m'a écrit un mail en me demandant si j'étais bien le fils de Lucien André, parce qu'elle a vu une vidéo sur mon site internet. Donc c'était très troublant de recevoir ce mail à ce moment-là. Et donc, je l'appelle O. Dans le livre et dans l'exposition, elle m'explique tout ce que moi je ne peux pas raconter, puisque voilà, j'ai eu ce traumatisme. De mémoire, oui. Voilà. Et donc cet échange est fondamental aussi pour le regardeur, pour le visiteur dans l'exposition,
parce que ce sont des clés de lecture importantes pour comprendre ce qui s'est passé. Exactement. Alors, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que bon, c'est une exposition qui part sur un fait tragique, mais vous ajoutez un peu de poésie quand même dans ces photos. Oui, oui, bien sûr. Il y a dédramatiser un petit peu. Exactement. Alors, c'est parce que tout part, donc vous l'avez dit, de l'intime, mais en fait, il y a une dimension universelle dans ce travail. Je ne suis pas le seul à avoir vécu un traumatisme, on est nombreux. Justement, c'est pour ça qu'il y a aussi cette volonté-là d'ouvrir ce projet et d'aller vers la lumière, en fait. Quand je parlais de quête de vérité et de quête de délivrance, c'est vraiment ça. Je suis passé avec ce projet des ténèbres à la lumière. Ça m'a fait beaucoup de bien de réaliser ce projet. Et dans les visiteurs, il y a énormément de personnes qui me remercient, parfois même en pleurant, en me disant « mais vraiment, vous avez réussi à transcender l'horreur, à sublimer le réel ». Donc oui, il faut de la poésie. Pour ça, ça demande une certaine maturité, ça demande du temps aussi. Et donc oui, j'ai su que la vérité, je ne la connaîtrai jamais. Et justement, il fallait que j'insuffle de la poésie dans tout ça pour passer à autre chose, pour disperser toute cette horreur et proposer. En fait, il y a aussi un geste thérapeutique à la base quand je froisse des documents, parce qu'il y a eu des images horribles véhiculées par une certaine presse. Donc je les froisse, je les déchire, je les brûle. Ça, ces gestes artistiques, ces gestes thérapeutiques sont aussi des gestes artistiques. Mais en fait, après, c'est vraiment l'œuvre qui a pris forme et qui devient l'unique moteur. Et quelle est la technique que vous employez au niveau de la photographie? La technique, alors c'est argentique, numérique. Il y a les deux. Donc il y a les deux, et ça, là aussi, il y a du sens. En fait, j'ai essayé qu'il y ait du sens partout dans ce projet, et aussi, il fallait doser tout ça parce que je voulais pas. Avec ce projet, je vais à l'encontre du pathos, du spectaculaire, et il fallait vraiment doser tout ça parce qu'il y a eu beaucoup d'images très très choquantes. Donc ces images, je ne les montre pas. C'était aussi pour moi très important que les enfants puissent voir mon exposition. Et d'où aussi ce message d'espoir qui est aussi pour les enfants. Donc oui, il y a beaucoup de... Moi, je suis quelqu'un de pudique, donc faire ce sujet, pour moi, ça a été... Oui, c'était pas rien. Ouais. Mais c'est pour ça aussi que c'était important de le partager. Ça peut libérer la parole, ça peut aider certaines personnes. Mais c'est avant tout un projet artistique. Donc voilà, et l'argentique et le numérique, pour revenir à votre question, l'argentique, ça résonne avec ces années 80, oui. Et le numérique, c'est nos années 2020. Ouais. Alors, cette exposition est itinérante, en fait. Vous la proposez un petit peu partout? Oui, alors l'exposition, elle a été... je retrouve plus mes mots. L'exposition a été produite par l'Institut pour la photographie de Lille et le Centre méditerranéen de la photographie de Bastia. Et elle a été présentée pour la première fois à Lille, au musée de l'Hospice Comtesse. Ensuite, aux Rencontres d'Arles, donc ça a été un autre partenariat. Donc ça, c'était aussi une grande chance d'être exposé aux Rencontres d'Arles. Oui. Là, j'ai eu quelques photographies exposées à Paris Photo. Et maintenant ici à Bastia, où c'est aussi une grande joie pour moi, et ça représente beaucoup pour moi puisque c'était ce voyage prévu à l'été 83, et j'ai adoré. Je suis passé un peu par toutes les émotions en réalisant ce projet, et notamment en Corse, c'était très très fort ce que j'ai pu vivre et l'accueil que j'ai eu aussi. Voilà. Il y a déjà d'autres projets d'exposition, de voyage, de travaux? Pour Chambre 207 ou... Non, pour vous, hormis cette exposition-là. Alors cette exposition, elle va poursuivre son voyage peut-être au Sénégal avec l'Institut français de Dakar. Donc là, vraiment, la boucle, elle serait bouclée, puisqu'il y a la Corse, le Sénégal, la région d'Arles, puisque l'enquête judiciaire s'est passée surtout dans la région d'Arles. Et ensuite, oui, j'ai d'autres projets. Je ne vais pas le dévoiler tout de suite, mais oui, j'ai déjà un autre sujet en tête. Merci beaucoup, Jean-Michel André. C'est moi qui vous remercie. remercie. On rappelle donc cette exposition qu'on peut voir ici au Centre culturel Una Volta à Bastia, organisée par le Centre méditerranéen de la photographie et le Centre culturel jusqu'au 20 décembre. Merci. Merci. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit détour dans le Centre culturel Una Volta, qui se trouve donc à
à Bastia, juste en dessous du théâtre. On poursuit avec les titres d'information et avec Philippe Cham. Un immeuble en situation de péril situé rue Fesch dans le centre-ville d'Ajaccio, évacué hier aux alentours de midi, une dalle menacée de s'effondrer en raison de la faiblesse d'une poutre. Une trentaine de domiciles et sociétés ont été perquisitionnés en Corse et sur le continent dans le cadre d'une enquête du parquet financier sur un vaste système de corruption privée, d'escroquerie et de blanchiment en bande organisée au détriment du groupe Altis, la maison mère de SFR. Après la condamnation de Total Energy, groupe Ruby à une amende de 187 millions d'euros, la section corse du Parti communiste demande à ce que cette somme soit restituée aux ménages insulaires sous la forme d'un chèque carburant. Le STC a déposé un préavis de grève illimité auprès de la direction du groupe AMA à partir d'aujourd'hui. En cause, le recrutement d'agents extérieurs à la Corse et la dégradation des conditions de travail des salariés. Météo, soleil, averse au menu de cette journée de mercredi. Allez, avant de se quitter, des bons conseils d'Andrea. Notre cher Andrea qui va vous donner des bons conseils pour attaquer ces journées un peu froides. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de bien manger et de bien vivre en automne. L'automne, c'est une saison qu'on appelle de transition. Les journées raccourcissent, les températures baissent et notre corps ressent tous ces changements. C'est le moment idéal pour adapter notre alimentation et notre mode de vie pour se préparer et petit à petit arriver dans la saison de l'hiver. Après les repas légers et assez frais de l'été, ou voire un peu excessifs de l'été pour certains pour les apéros, on a naturellement envie de plats un peu plus réconfortants. Et c'est normal, notre métabolisme ralentit un peu, on dépense moins d'énergie et on a besoin de beaucoup de nutriments et certains plus que d'autres pour soutenir nos défenses immunitaires. Le premier réflexe, c'est bien évidemment de manger de saison. Les produits d'automne sont justement là pour répondre à tous nos besoins. Les aliments phares vont être principalement les courges, potimarron, butternut ou encore courges spaghetti. Ce sont des aliments qui vont être riches en bêta-carotène. Ils protègent justement, sont riches en antioxydants pour la vision, la peau et notre système immunitaire. Leur texture est douce, assez sucrée et apporte une énergie sans excès. On retrouve également ce qu'on appelle les légumes racines. Ça va être tout ce qui va être carottes, betteraves, navets ou encore patates douces ou pommes de terre. Ils sont riches en vitamine B. Le vitamine B va jouer un rôle pour maintenir un bon tonus, un bon système immunitaire, apporter de l'énergie stable tout en évitant des pics de glycémie et justement permettre d'éviter tout ce qui va être fringale et envie de sucre, principalement le soir. Ensuite, bien évidemment, on va avoir les fruits. Tout ce qui va être fruits va être les pommes, la poire, le raisin ou encore la figue. Ils sont mis à l'honneur. Ils regorgent de fibres, d'antioxydants eux aussi et surtout de vitamine C qui sont là pour stimuler notre système immunitaire une nouvelle fois. Les pommes cuites ou encore les compotes maison sont idéales pour la digestion et justement favoriser et combler les envies de douceur. Les fruits à coque ne sont pas à négliger non plus. On va avoir les amandes, les noix, les noisettes, qui eux vont être très intéressants pour ce qu'on appelle les oméga 3. Les oméga 3 sont des anti-inflammatoires qui vont permettre de combattre contre la fatigue et de permettre de maintenir une bonne concentration, faciliter le sommeil et donc du coup une bonne récupération. L'automne, à ne pas oublier, si les températures se refroidissent, nos plats doivent eux se réchauffer. Ils doivent permettre de maintenir notre corps à température pour nous permettre de lutter contre le froid. Il ne faut pas oublier également que les soupes sont idéales à cette période, car elles permettent d'apporter des vitamines et des minéraux à travers les légumes, mais également d'apporter une hydratation. Ne pas oublier également d'associer de temps en temps une alimentation qui va être d'origine végétale, au moins une fois par semaine, c'est-à-dire d'associer des légumes, des féculents comme par exemple des pommes de terre, des patates douces et des lentilles vertes, lentilles corail, haricots rouges. Pour également, bien évidemment, les températures vont s'abaisser, notre déshydratation va moins se faire ressentir, mais pourtant, elle est toujours présente. C'est pourquoi il ne faut pas oublier de favoriser tout ce qui va être infusion. Infusion, par exemple, à base de verveine, de camomille ou encore de tilleul. Le mode de vie doit aussi s'adapter.
On a plus envie de rester à la maison, on a plus envie de cocooning et moins envie de faire de sport. Mais bien évidemment, les températures justement nous permettent de plus en plus de sortir en fin de journée avant que la nuit tombe. Donc privilégiez vraiment des balades, surtout en forêt, des randonnées quand le temps le permet. Et prenez du temps pour vous car c'est le temps de l'introspection avant l'arrivée de l'hiver qui va être l'hibernation. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci Andrea pour ces bons conseils. Bon, allez, on arrive à la fin de cette matinale. Bon, on se retrouve demain matin, tranquillement. 9h, première diffusion sur les 2 stations RCI Télépaèse et rediffusion en midi sur Télépaèse ainsi que sur Radio Corse International. Et puis, vous savez que si vous l'avez loupé, vous avez les replays et les podcasts. Vous faites un petit détour sur le site de Radio Corse International. Je vous rappelle que tous les matins, rci.websiteradio.co. Là, il y a tout. La radio, les podcasts, les replays. À vous d'aller surfer dessus, vous pouvez même laisser un petit message. Ah tiens, je reparle encore. Pensez à acheter le petit calendrier des pompiers, Bastier ou autre. Là, je suis de Bastia avec les GSP 2026. Pensez à prendre un petit calendrier. Ils font un peu le tour des maisons, des magasins de la ville bastiaise. Ouais, c'est une bonne chose. Bon, ci vediamo domani. Allez, à demain. Tenete forte. Passez un bon mercredi. Bonjour, salut à tous. Prima Radio Course. Siamo sempre